Il est des lieux prédestinés à servir de repères dans le déroulement de l'aventure humaine. Telle l'étoile polaire si précieuse pour les navigateurs depuis la plus haute antiquité, Mascara est pour les Algériens la référence historique par excellence. La ville qui a vu naître l'émir Abdelkader, le fondateur de l'État algérien moderne, plonge profondément ses racines dans l'histoire de l'humanité. Des découvertes archéologiques faites le siècle dernier à Tirnif, ex-Palikao, près de Mascara, attestent de la permanence de la présence humaine dans la région depuis la préhistoire. Des restes de fossiles humains remontant à plus de 150 000 ans ont été mis à jour. Ce sont ceux de l'homme de Palikao ou l'homme de Tirnifine. Il s'agit du premier homme ayant habité l'Afrique du Nord. Son crâne est exposé au musée de l'homme à Paris. Des siècles avant notre ère, les tribus ayant peuplé la région de Mascara faisaient partie des Massaïciles, qui, avec les Massiles, constituaient les deux fractions numides du peuplement de l'Afrique du Nord, essentiellement zénètes. Lui-même issu des Gétules, de l'antique peuple libyque, dont le territoire s'étend de l'Égypte à l'est à l'océan Atlantique à l'ouest. Les royaumes numides furent longtemps au contact de la culture phénicienne et punique, avant que Rome ne prenne le dessus sur Carthage, marque sa suprématie en Méditerranée et s'approprie l'Afrique du Nord. Le site de la ville de Mascara fut connu sous le nom romain de Victoria, faisant partie de la Maurétanie césarienne avec Cherchell comme capitale. C'est d'abord une place forte, un camp militaire, castra en latin, sur la route qui relie Césarée, Cherchell, à Tanger, avant de devenir un centre commercial florissant. Non loin de Mascara, la ville thermale de Bouhnifia porta le nom d'Aquas Sirensis, les eaux de Sira. Sig s'appela Taza Kora. Les sites de Hassin, Sira, et de Mohammedia, Castranova ou Nouveau Camp furent également occupés par les Romains. Sans oublier le site d'Alamiliaria, à Benyen, où des fouilles archéologiques ont mis à jour des gravures sur pierre, des jarres et des pièces de monnaie frappées à Rome. Alamiliaria fut, à la fin du IIe siècle, un camp militaire important. Le second érigé par les Romains en Afrique après celui de Lambèse à l'est. Ces camps avancés marquaient ce qu'on appela le limès, c'est-à-dire la frontière avec le monde dit barbare. Au Ve siècle, Alamiliaria est occupée par une population civile constituée essentiellement de berbères romanisés. Une basilique du culte chrétien donatiste y fut érigée. Les donatistes, considérés comme hérétiques par les catholiques orthodoxes, se recrutaient dans les rangs des populations autochtones subissant le joug de la domination romaine. Parmi les donatistes, il se trouva la religieuse Roba, assassinée par les catholiques, représentant la religion officielle de l'Empire. Son tombeau et une épitaphe gravée à sa gloire ont été retrouvés sur le site d'Alamiliaria. Au départ des Byzantins, héritiers des Romains, la région est parcourue par les tribus nomades zénètes, Beni Rachid, Beni Zerouel et Houara. À l'avènement de l'islam, Rachid ibn al-Murshid al-Qurayshi fonda Mascara, al-Muaskar, le camp militaire en arabe, sur le site romain de Castranova. Arabes et zénètes de la région
constituèrent alors une puissante confédération de tribus sous la bannière des Beni Rachid, auxquels se sont joints plus tard les Beni Hashim. Au XIe et XIIIe siècle, la puissance des Beni Rachid fait que leur qal'a ou citadelle, située non loin de Mascara, domine la plaine de Gris. Apparentés aux Beni Zerwel, qui un temps avaient tenu la région, les Beni Rachid vont s'engager dans plusieurs conflits politico-militaires en alliance avec les Zianides de Tlemcen. La qal'a devient non seulement une place forte, mais également un centre économique et artisanal important. L'arrivée au XVe siècle des Hashim va mettre un terme à la prospérité de la qal'a des Beni Rachid au profit de Mascara. Devenus Makhzen des Zianides, les Hashim occupent la plaine de Gris et fortifient la ville de Mascara. Hassan al-Wazani rapporte dans ses écrits que le produit des richesses agricoles de Gris, orge, miel, raisins secs et bétail, renflouait considérablement les caisses de l'État de Tlemcen. Sous la régence ottomane, Mascara succède à Mazouna comme capitale du Beylik de l'Ouest après la prise d'Oran par les Espagnols en 1732. Elle demeure occupée par les Turcs après le transfert du Beylika de l'Ouest à Oran en 1792. Le bey Mohammed ben Othman, surnommé El-Kébir, a marqué de son sceau la ville de Mascara. C'est lui qui agrandit et embellit la mosquée de Sidi Hassan. Il y installe plusieurs fontaines d'ablution et crée la médersa de Ain Beida, la fontaine blanche. Le bey El-Kébir alimente toute la ville en eau par un système de canalisation. La ville, dont le peuplement est à dominance berbère et arabe, accueille à cette époque des Andalous fuyant l'inquisition chrétienne en Espagne, ainsi que de nombreux Turcs et une petite communauté israélite. La ville, entourée de remparts, comportait 5 portes, dont la plus connue est Bab Ali, ainsi que Bab Sidi Mohammed. Au début du XIXe siècle, Mohammed ben Abdelkader ben Sherif prend la tête d'une révolte contre le système turc décadent et les beys despotes. C'est la révolte des Derkawa contre les Ottomans en déclin. Et brusquement, le destin impose au peuple algérien une terrible épreuve qui durera en tout 132 longues années. Alger, la capitale de la régence turque qui englobe les beyliks de l'Est, du centre et de l'Ouest de l'Algérie, tombe entre les mains des troupes françaises dépêchées par le roi Charles X. Le régent d'Alger, le Dey Hussein, qui gouverne l'Algérie au nom de la Sublime Porte, capitule. Les Algériens résistent farouchement. Mais ils sont confrontés à l'ennemi en l'absence de toute protection, ni coordination pour conduire la lutte contre l'envahisseur. Les villes côtières comme Oran et Annaba tombent une à une. Plus tard, ce sera le tour de Mascara d'être attaqué et brûlé par le général Clausel et le duc d'Orléans. C'est alors que, dans l'adversité, le génie du peuple algérien s'exprime en désignant non loin de Mascara le cheikh Mahieddine, le muqaddam d'une zaouïa de la confrérie Qadiriya, pour diriger la résistance populaire qui bat son plein dans l'Oranie et un peu partout dans le pays. Mais très vite, le cheikh propose son fils Abdelkader pour lui succéder. Âgé d'à peine 20 ans, Abdelkader fait preuve de bravoure et d'esprit d'initiative dans toutes les batailles auxquelles il participe aux côtés de son père. Le consensus sur la proposition de Mahieddine se fait rapidement. Le 27 novembre 1832, les chefs de tribu, les religieux et les ulamas de l'Oranie font allégeance à Abdelkader lors d'une cérémonie de prestation de serment, Moubaya'a.
Cela se passe dans la plaine de Ghris, sous la Dardara, un arbre centenaire. Il reçoit alors le nom de Nasr-Din, le protecteur de la religion, en même temps que le titre d'émir. La mission que le peuple arabe m'a dévolue, proclame Abd el-Qadir, a pour but d'établir un gouvernement régulier qui rassure les bons et fait trembler les méchants. L'émir comprend vite qu'on ne peut mener une lutte soutenue contre l'occupant sans disposer d'une armée régulière, organisée et moderne. Sans tarder, il lance un appel pour que chaque région fournisse des soldats afin de constituer des troupes engagées sous la même bannière que les Algériens pourront opposer à l'ennemi. Dans un premier temps, les tribus de l'ouest et du centre du pays répondent à son appel, ce qui lui permet de lever une armée qui lui fera gagner de nombreuses batailles, dont la célèbre bataille de la Makta. Avec l'aide d'experts, il met sur pied des usines de fabrication d'armes et de poudre, notamment à Tiaret et Miliana. Les troupes de l'émir lui permettent de faire face pendant 15 ans à l'une des plus puissantes armées du monde de l'époque. Abd el-Qadir crée des organisations administratives dirigées par des khalifas ou gouverneurs dans plusieurs régions d'Algérie, des Biban jusqu'à Tlemcen. Il organise l'État national, constitue le gouvernement et désigne les khalifas pour administrer les provinces. Il profite de la souveraineté sur une partie de l'Algérie et des droits que lui garantissent les traités d'Émichel en 1834 et de la Tafna en 1837 pour consolider son organisation étatique, constituer des places fortes pourvues d'entrepôts, de fonderies et de moulins. Il met en place une organisation de collecte de l'impôt, institue une justice d'État et fonde la capitale de Takdemt où il frappe monnaie à son nom. L'émir entre dans l'histoire comme étant le premier à avoir pratiqué la guérilla, une technique de harcèlement et de repli rapide face à un ennemi plus nombreux et mieux armé. Pour des besoins tactiques, il se déplace avec sa zmala, une sorte de capitale mobile adaptée à la vie pastorale de l'époque. Ses conseillers, sa famille et celle de ses proches, sa garde rapprochée et une partie de ses troupes issues de différentes tribus forment la zmala de l'émir, qui obéit à une organisation intérieure rigoureuse. L'émir Abd el-Qadir est un guerrier intrépide, à la personnalité charismatique, organisateur accompli et visionnaire. Il ne néglige pas les ressources d'une diplomatie habile. Lors de la négociation des traités d'Émichel et de la Tafna, il manifeste de remarquables qualités de stratège, qui lui permettent de voir sa souveraineté reconnue et garantie sur presque toute l'Algérie. Il entretient des correspondances avec les dirigeants des grandes puissances de l'époque, à commencer par le roi de France lui-même, Louis-Philippe, le sultan Abderrahmane du Maroc, le roi Guillaume IV d'Angleterre et la couronne d'Espagne. Il engage même un contact avec les autorités des États-Unis d'Amérique. Sans interruption, pendant 17 ans, de 1830 à 1847, le combat de l'émir Abd el-Qadir pour la liberté de son pays et de son peuple n'a jamais cessé. Sa lucidité ne l'a jamais trahi, même aux moments les plus difficiles. Pourtant, grande était l'adversité à laquelle il faisait face. Il devait non seulement lutter contre l'armée d'occupation, mais faire face également à des adversaires parfois inattendus. Au tournant décisif de sa destinée, et pour éviter le pire aux populations qui subissent la politique de la terre brûlée lancée par le général Bugeaud, il décide de déposer les armes et de partir en exil en terre d'islam. Le 23 décembre 1847,
l'émir accepte les conditions de cessation des hostilités du général Lamoricière. Mais contrairement à l'accord conclu, il n'est pas autorisé à se rendre à Alexandrie, comme il l'avait souhaité. Il est transféré en France, où il restera en captivité, lui et ses proches, pendant 5 ans. À Toulon d'abord, puis à Pau, ainsi que d'autres lieux d'internement, avant d'être regroupé, lui et sa famille, au château d'Amboise. Dès sa libération par Napoléon III, l'émir se rend à Istanbul, puis à Borsa, une autre ville turque, avant de s'installer en 1855 à Damas. C'est à Damas que l'émir Abdelkader donne la pleine mesure de sa culture, acquise tout jeune à la Zawiya Qadiriya à Mascara et lors de son pèlerinage à la Mecque avec son père, et notamment durant son périple à Bagdad, où il avait visité le tombeau de Sidi Abdelkader el-Jilani, fondateur de la Tariqa Qadiriya, ainsi qu'à Damas, où il s'était rendu sur le tombeau du grand soufi arabo-andalou Ibn Arabi. La quête d'absolu de Abdelkader dans son itinéraire spirituel, dans la voie soufie ou la voie du juste milieu, révèle l'âme d'un être qui répond par son combat intérieur à l'appel du divin. Dans ses méditations regroupées dans le livre des Haltes, Kitab al-Mawaqif, et ses poèmes métaphysiques, on retrouve les thèmes chers à Ibn Arabi, l'unité divine et le ravissement amoureux dans l'adoration parfaite comme expression de la croyance en Dieu. Esprit libéral et précurseur, l'émir est animé par une foi enthousiaste dans l'avenir et le progrès de l'humanité. Il adhère sans réserve au projet de construction du canal de Suez. Pour lui, cette réalisation est porteuse de modernisation vitale pour la région et symbole du trait d'union qui relie l'Orient et l'Occident. Étendard de l'humanisme et de l'esprit de justice, l'émir fait adopter un siècle avant les conventions internationales en temps de guerre, dites de Genève, un décret sur le traitement des prisonniers de guerre, avant qu'ils ne fassent l'objet d'échanges ou de libération. En 1860, il assiste aux événements qui ensanglantent Damas. Mu avant l'heure par ses sentiments précurseurs en faveur des droits de l'homme, Abdelkader intervient personnellement en sauvant au péril de sa vie et des siens des milliers de chrétiens menacés par une révolte druze. Le monde entier lui manifeste sa reconnaissance. Dans une lettre adressée à Chamil, le héros du Caucase qui opposa une vive résistance à l'envahisseur russe, il écrit « Ce que nous avons fait avec les chrétiens a été un devoir religieux et un devoir d'humanité. Peu de fidèles font triompher chez eux la justice. Alors, ajoute l'émir, les simples ont cru que la grossièreté, la cruauté, l'injustice et l'intolérance étaient l'islamisme. Que Dieu que nous invoquons nous accorde assez de patience. » L'émir Abdelkader a une vie pleine dans tous les sens du terme. Politique, militaire, spirituelle et religieuse. Le combat patriotique qu'a mené cet homme d'honneur a révélé un véritable chevalier des temps modernes. Considéré par tous comme un exemple d'ouverture à l'autre, il a conduit un combat humaniste en faveur des valeurs essentielles qui font la richesse et la noblesse de l'homme. L'émir Abdelkader s'est éteint le 26 mai 1883 à Damas. Les restes de sa sépulture
ont été rapatriés par les autorités algériennes en 1966. L'émir Abdelkader repose pour l'éternité au carré des martyrs au cimetière d'El Alia à Alger. Écoutons ce que disait à propos de l'émir le poète de la Révolution Moufdi Zakaria, l'auteur des paroles de l'hymne national Qassaman. شغلنا الورى بشعر نرتله كالصلاة تسابيحه ولولا تخاذل بعض الكسالى الرعاجيد ولولا تخاذل بعض الكسالى الرعاديد لم نفلت المجرما معسكر فجر عزم الشباب معسكر فجر عزم الشباب فطاول عملاقها الأنجمة. هنا واحدة معسكر فجر الأمير عبد القادر شاب 24 سنة معسكر فجر عزم الشباب فطاول عملاقها الأنجمة وبويع شاعرها الهاشمي فكان بها القائد الملهمة. يصوغ النظام شاب يصوغ النظام ويبري الحسام فيقطر ذاك وهذا دما. أيا عبد قادر أيا عبد قادر كنت القديرا أيا عبد قادر كنت القديرا وكان النضال طويلا عسيرا. شرعت الجهاد فلباك شعب وناجاك رب فكنت النصيرا. شرعت الجهاد فلباك شعب وناجاك رب فكنت النصيرا ونظمت جيشا وسست بلادا فكنت الأمير الخبير الخطيرا. وألهبت في القاعدين وألهبت في الخانعين وألهبت في الخانعين في القابعين الحنايا وأيقظت في الخانعين الضميرا. وحملت مريانا ما لا تطيق وجرعت بيج العذاب المريرا. وحملت مريانا ما لا تطيق وجرعت بيج العذاب المريرا. 18 تخوض المنايا وتزجي السرايا وتبني المصيرا وتدمغ بالعلم من جادلوك فكنت الضليع وكانوا الحميرة. وكم رام إغراءك العابثون فلوس وكم رام إغراءك العابثون فلم تك غمرا صبي غريرا. وكم عاهدوك وكم أخلفوا وكنت بما يضمرون بصيرا. وعبدت للشعب درب الفدا وما خست مذ خطفوك أسيرا. وعبدت للشعب درب الفدا وما خست مذ خطفوك أسيرا. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نبت كالصلاة. Mascara est un chef-lieu de wilaya situé à l'ouest du pays, à 360 km de la capitale Alger. La wilaya de Mascara est limitée à l'est par les wilayas de Tiaret et Relizane.
À l'ouest, par la wilaya de Sidi Bel Abbès. Au nord, par les wilayas d'Oran et de Mostaganem. Et au sud, par la wilaya de Saïda. Un demi-siècle après l'indépendance de l'Algérie, Mascara est le chef-lieu d'une des 48 wilayas du pays. Partout, le développement est à l'œuvre. Que ce soit à Mascaraville, à Sig, Mohammedia, Fekkan ou Hassine, ainsi que dans les communes rurales les plus reculées. Une urbanisation moderne supplante peu à peu le schéma urbanistique ancien, tout en préservant, en restaurant et en mettant en valeur les lieux historiques, de nouveaux espaces de vie prennent naissance. Leur accessibilité est assurée par de larges rues et avenues, au bord desquelles d'innombrables immeubles d'habitation et des édifices administratifs et culturels ont vu le jour. Espaces verts et jardins publics embellissent les villes, notamment Mascara, le cœur battant de la wilaya. Des fresques et des représentations artistiques décorent les espaces publics. Elles racontent l'histoire de la région et l'épopée de ses illustres enfants, sous le regard bienveillant du plus grand d'entre eux, l'émir Abdelkader. Depuis quelques années, une véritable métamorphose s'est opérée dans toutes les agglomérations de la wilaya. De jour comme de nuit, verdure et jets d'eau créent une atmosphère rafraîchissante dans les espaces de vie et les places publiques. Et quand vient le soir, la ville s'illumine de mille feux. C'est alors dans la détente et la sécurité que habitants et visiteurs de passage profitent de promenades nocturnes dans la convivialité et la bonne humeur. Grands et petits profitent d'un environnement urbain agréable et respirant la propreté.
La wilaya de Mascara, dans la région ouest du pays, est marquée par un climat semi-aride. La moyenne des précipitations annuelles est faible comparée aux autres régions du nord de l'Algérie. Les besoins en eau y sont considérables, tant pour l'alimentation en eau potable des populations que pour l'irrigation des nombreuses exploitations agricoles qui fleurissent dans ces plaines qui comptent parmi les plus fertiles d'Algérie. La culture des céréales, de l'olive de table et l'huile d'olive, les agrumes et les cultures maraîchères, notamment la pomme de terre, font la fierté de la wilaya. La mobilisation des eaux de surface dans la wilaya de Mascara est assurée par 4 barrages et quelques retenues collinaires. Sur les 4 barrages, Ouizert, Bouhnifia, Frgoug et Cherfa, les 3 premiers constituent un système triplex en cascade. Ouizert, situé près de Ain Feken, au sud-ouest du chef-lieu de wilaya, est en amont du système. Ces eaux sont transférées vers le barrage de Bouhnifia, qui sert de réservoir. Avant d'être acheminées à travers le réseau d'irrigation des terres aux alentours de Bouhnifia et en aval jusqu'à la plaine de Habra, à Mohammedia et Hassine. Une partie importante des eaux du barrage de Bouhnifia est destinée à l'alimentation en eau potable du couloir Bouhnifia, Guetna, Hassine et la ville de Mascara. Et plus à l'ouest jusqu'à la daïra de Sfisef, dans la wilaya de Sidi Bel Abbas. La construction du barrage de Bouhnifia s'est achevée en 1940. Des travaux de rehaussement de la digue à 54 mètres ont été effectués en 1990. L'ouvrage, dont la capacité nominale est de 73 millions de mètres cubes, est alimenté principalement par l'oued Hammam, ainsi que par le transfert d'eau à partir du barrage d'Ouizert. Mais compte tenu du taux d'envasement, sa capacité actuelle est de 38 millions de mètres cubes. Une opération de désenvasement a été confiée à l'entreprise Hydrodragage, à l'issue de laquelle la capacité du barrage de Bouhnifia sera portée à 44 millions de mètres cubes. Le barrage de Felgoug, situé au sud de Mohammedia, actuellement très envasé, sert d'appoint à l'alimentation en eau potable des couloirs Arzeux-Oran et Mohammedia-Sik. Outre l'irrigation des terres et l'approvisionnement en eau potable, les lacs constitués par les barrages fournissent une quantité non négligeable de protéines à la population. Des expériences d'aquaculture ont été menées. Elles ont donné des résultats appréciables et très encourageants. Toutes sortes de poissons d'eau douce y prolifèrent. Ils garnissent les tables et font le délice des gourmets.
Les ressources en eau souterraine sont largement mobilisées dans la wilaya de Mascara. Cependant, leur forte sollicitation, conjuguée à une période de sécheresse qui dure depuis plusieurs années, empêche la reconstitution des nappes phréatiques à un niveau suffisant. Compte tenu des contraintes naturelles liées à la mobilisation des ressources hydriques, qu'elles soient de surface ou souterraines, les pouvoirs publics au niveau wilayal et national se sont attachés à trouver des solutions pour un meilleur approvisionnement en eau. Il a été décidé en 2010 d'intégrer la wilaya dans le système de distribution d'eau potable MAO, Mostaganem Arze Oran, à partir de l'Ouedchlef, via le barrage de Karada. De même qu'il a été décidé de faire bénéficier Mascara d'une partie de l'eau potable produite par la grande station de dessalement d'eau de mer de Marsa Hadjadj, El Makta. Des quantités substantielles en eau potable ainsi mobilisées permettront de consacrer l'essentiel de l'eau des barrages à l'irrigation. Le volume total de transfert d'eau à partir du système MAO et de la station de dessalement de Makta s'élève à 122 000 m3 par jour. 11 communes sont concernées. D'abord, dans le couloir de Sig, ce sont les communes de Alaïmia, Oghaz, Ras Ain Amirouche et Sig. Dans le couloir de Mohammedia, ce sont les communes de Makta Adouz, Al-Ghumri, Sajrara, Bouhanni et Mohammedia. La canalisation se prolonge vers Hassin, Bouhnifia et Mascara. Des ressources additionnelles en eau destinées à l'irrigation sont également mobilisées. Celles issues des 12 stations d'épuration des eaux usées que compte la wilaya. Avec une capacité totale de plus de 303 000 équivalents habitants, soit un potentiel théorique d'eau usée épurée de 38 394 m3 par jour, les stations mises en service depuis 1994 et surtout depuis le début des années 2000 permettent de récupérer 17 millions de mètres cubes par an, destinés à l'irrigation d'une superficie de plusieurs milliers d'hectares. Aujourd'hui, Mascara est une wilaya agricole parmi les plus fertiles et les plus productives du pays. La plaine de Gris et les monts de Saïda au sud, les coteaux de Beni Chougran et la plaine de Habrasig et Mohammedia au nord alimentent en produits frais les marchés aussi bien nationaux qu'internationaux.
La céréaliculture est très répandue, de même que la production d'agrumes et l'arboriculture d'une façon générale. La réputation de la culture oléicole a dépassé les frontières du pays avec la fameuse olive de table, la cigoise. Autre activité agricole dont la réputation a depuis longtemps dépassé les frontières de l'Algérie, la viticulture, qui a trouvé un terroir idéal sur les coteaux des Beni Chougran. De nouvelles techniques sont utilisées pour améliorer la qualité et augmenter les rendements des pieds de vigne, comme la technique dite de la pergola qui nous vient d'Italie. Les viticulteurs ont réussi à prolonger la période des vendanges jusqu'au mois de janvier, grâce à l'utilisation d'un film plastique qui protège le fruit et facilite l'écoulement de l'eau. L'élevage animal, la production de lait et de viande rouge et blanche n'est pas négligeable. En matière de maraîchage, la wilaya est connue pour la culture d'une grande variété de légumes, mais elle est surtout connue pour sa très importante production de pommes de terre. La wilaya est divisée en 4 zones agronomiques distinctes. La zone des monts de Saïda, au sud-est de Mascara, d'une superficie de 88 000 hectares, elle bénéficie d'une pluviométrie de 350 à 400 mm par an. Les cultures dominantes sont une association de céréales et d'élevage. Au nord des monts de Saïda se trouve la plaine de Gris. D'une superficie de 162 000 hectares, elle bénéficie d'une pluviométrie annuelle de 250 à 300 mm par an. Les cultures dominantes y sont la céréaliculture et le maraîchage. C'est surtout un gros bassin de production de pommes de terre. La troisième zone agronomique est celle des monts de Beni Chougran. Ces coteaux sont le lieu de prédilection de la viticulture, ainsi qu'un peu de céréaliculture. Beni Chougran dispose d'une pluviométrie de 300 à 350 mm par an. Enfin, la quatrième et la plus remarquable des zones agronomiques de la wilaya, c'est celle de Habrasik. Elle couvre un périmètre de 158 000 hectares et bénéficie d'une pluviométrie annuelle de 250 à 300 mm. L'une des cultures dominantes, c'est d'abord l'arboriculture, avec l'orange et la mandarine de grande qualité. L'autre culture qui y est développée, l'oléiculture, huile d'olive et surtout l'olive de table, notamment la célèbre cigoise. L'exécution sur plus d'une décennie du PNDA
le Plan national de développement agricole et rural, à travers ses différents programmes et notamment les aides directes aux producteurs, a permis une relance effective de l'activité de production dans la wilaya de Mascara. On observe une meilleure disponibilité sur les marchés des produits agricoles frais, en particulier des produits maraîchers et fruitiers. Et cela grâce à l'amélioration remarquable des rendements qui ont plus que doublé. Mascara enregistre un élargissement de la surface agricole utile, une extension continue de la surface de plantation fruitière et viticole et une augmentation de la surface irriguée par les systèmes économiseurs d'eau, goutte à goutte et aspersion. La capacité de stockage sous froid s'est considérablement accrue. L'impact social le plus remarquable est la création de plusieurs dizaines de milliers d'emplois en zone rurale. Auxquels il faut ajouter plus d'1 millier d'emplois dans les entreprises intervenant dans la réalisation des projets soutenus par le Fonds national de régulation et de développement agricole. Essentiellement des équipementiers, installateurs, etc. Il est une tradition ancestrale de culture céréalière dans la région de Mascara. Le blé dur, le blé tendre et l'orge sont produits en quantité appréciable. La wilaya est excédentaire en produits céréaliers, dont la qualité est reconnue partout dans le pays. Au printemps, les champs s'étendant à perte de vue forment un paysage verdoyant qui enchante le regard. À l'approche des moissons, le soleil se fait plus ardent. Il peint d'une couleur dorée les champs de blé qui ondulent au gré du vent.
Les épis généreux aux reflets d'or promettent une récolte abondante. Au moment des moissons, tout le monde est mobilisé pour récolter les fruits du labeur des hommes et de la générosité de la terre.